très heureux d'introduire cette table ronde sur le tourisme et expliquer pourquoi la Banque des Territoires fait de ce vecteur privilégié de création d'activités sur tous les territoires un secteur d'intervention prioritaire. Tout d'abord, puisque le tourisme, c'est la première industrie du pays. 10% de création de richesse en France est liée au tourisme, 231 milliards en intégrant les transports en 2019. C'est aussi 3 millions de personnes qui vivent du tourisme en France, 11 à 12% de la population active. Et ces chiffres sont supérieurs à ceux de l'industrie agroalimentaire, le luxe et l'automobile. Deuxième raison, c'est un secteur structurant. 14 milliards d'investissements en 2019, soit autant que le secteur de l'énergie. Et une économie de ruissellement qui fait intégrer environ 2 à 3% ou à 5% même de PIB supplémentaires de par les conséquences sur le territoire auprès des artisans, des constructeurs, etc. Dernier point, c'est une économie résiliente. Boire, manger, dormir, le tourisme fait aussi partie intégrante de la vie de tout un chacun. Il faut savoir qu'un occidental, aujourd'hui, passe 20% de son temps à travailler. On a tous l'impression de beaucoup travailler, mais ce n'est que 20%. Vous rajoutez 5% pour les études, 20% pour le sommeil, et vous avez 55% pour les loisirs, la détente et le ressourcement. Donc un gros temps consacré à ce sujet. Avec une population et un marché domestique très fort, fait rare pour une activité, puisque 70% de la clientèle pour la destination France est domestique. Les étrangers qui fréquentent la France sont essentiellement des populations environnantes. Dernier point, le télétravail qui raccourcit les distances entre le temps de travail et le temps de vie autre, les distances et le temps, est un facteur favorable pour dynamiser les territoires. L'ensemble de ces points, le temps consacré, les matières premières, les destinations, les paysages, la culture et le patrimoine, et ces clientèles domestiques importantes sont autant d'opportunités pour les collectivités pour traiter cet élément important de l'économie. Et la Banque des Territoires est là pour accompagner ces sujets. Bonjour Henri. Bonjour Olivier. Je crois qu'on peut enlever notre masque. On est à la distance. Je suis vraiment ravi d'accueillir le PDG du Club Méditerranée aujourd'hui. C'est un grand partenaire historique. Je le disais, nous avons été actionnaires du Club Med dans le passé et nous avons toujours accompagné le Club Med dans les bons et les mauvais moments. Là, on vient de signer un investissement important pour créer un nouveau Club Med à Tignes. Au moment où beaucoup de gens se disent c'est quand même dangereux, le tourisme, c'est difficile, nous on y croit, on est à vos côtés. Pas seulement aux côtés du Club Med, mais aussi de centaines d'hôteliers, puisque dans le plan tourisme, on est très investi. Mais je voulais absolument vous faire témoigner de cette crise et puis aussi des perspectives de sortie. Bon, c'est la mère de toutes les crises pour le tourisme. Jamais le tourisme mondial n'a reculé aussi fortement. Selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est 1300 milliards de dollars de recettes touristiques qui ne se sont pas faites l'année dernière. C'est 100 à 120 millions d'emplois qui ont disparu. C'est donc une crise majeure. D'abord, cette crise, elle nous rappelle ce qu'on a sans doute insuffisamment dit, démontré, que le tourisme, c'est une activité très importante. Puisque quand on le voit s'arrêter, on voit ses conséquences multiples. Mais c'est une crise qui, je le crois, ne va pas enlever l'envie de voyager, l'envie de découvrir, l'envie de rencontrer des autres, l'envie aussi de s'amuser, de retrouver de la liberté. Et donc je suis personnellement convaincu que cela va repartir, dès lors que la situation sanitaire sera sous contrôle. Et il faut être présent et il faut être là. La France était la première destination touristique mondiale. Les Alpes, c'est le champion mondial de la montagne. Notre rôle, c'est de préparer l'avenir et de s'assurer qu'on conforte ses positions et on les renforce. Alors, je voulais aussi vous entendre sur la vision du tourisme d'après. Nous, la façon dont on a construit notre plan de relance du tourisme, on s'est dit quand même il va y avoir quelques changements. Et on les a pris avec cet anagramme qu'on a trouvé qui est DDP. Alors, premier D, c'est pour durable. On est persuadé qu'il y a des aspirations fondamentales de la part des touristes pour un tourisme durable.
digital, parce que le monde est digital et aujourd'hui, si on n'est pas présent sur le web, on n'existe pas. Et puis aussi participatif. On pense que l'époque où on plaque des équipements touristiques dans des territoires qui ne le souhaitent pas ou qui le souhaitent d'une façon différente de la façon dont le prend l'opérateur, ça ne fonctionnera plus. Donc ce côté DDP, digital, durable, participatif, est-ce que vous le vivez aussi au Club Med? Tout à fait, et ça me paraît un superbe résumé. Je ne l'avais pas comme ça, mais maintenant j'ai appris déjà quelque chose. Nous allons nous assurer qu'on est vraiment DDP. Alors, j'y rajouterai une autre dimension, une dimension supplémentaire, la qualité. Nous devons, je le pense en tout cas profondément, depuis longtemps, faire de la destination France la meilleure plutôt que la plus nombreuse. Nous avons des savoir-faire, nous avons des sites, nous avons une nature, nous avons une culture qui doit faire de notre pays la plus belle destination en termes de qualité, plutôt que de viser le nombre. Parce que d'ailleurs, si on veut être durable, c'est par la qualité qu'on peut l'être. Ouais. C'est pas par la pression de la masse sur l'environnement. Et je pense que dans ce domaine, nous devons aussi travailler sur la formation, sur le développement des compétences et nous assurer dans tous les domaines, de la gastronomie aux activités diverses, que nous sommes les meilleurs. Et sur le rôle de locomotive et d'entraînement pour les territoires, vous l'avez dit au départ, lorsque ça s'est arrêté, on voit bien à quel point ça touche les économies. Et Christophe Desroseaux, qui est notre homme tourisme, l'a rappelé, c'est 10% quand même du PIB. Comment le Club Med voit sa capacité d'entraînement des territoires? Je dirais, je le ferai de manière totalement pragmatique. Nous avons ensemble fait récemment la rénovation et la montée en gamme de notre Club Med de La Palmyre Atlantique en Charente-Maritime. Eh bien, nous le faisons, nous l'avons fait avec le département pour accompagner et objectivement entraîner cette montée en qualité de l'hébergement sur la côte atlantique et de l'accueil. Je crois que l'extraordinaire développement de la haute montagne française dans ces dernières années, notamment son attrait pour la clientèle mondiale, je crois que nous y avons joué un rôle très important. L'année dernière, la première clientèle que nous avions au mois de janvier, c'était des Brésiliens. Qui auraient pu imaginer que des familles brésiliennes puissent venir si nombreuses découvrir nos montagnes. Notre rôle, c'est en effet d'être une locomotive, mais d'entraîner les wagons. Alors, j'allais dire, ils sont nombreux. Le premier, c'est notre grand partenaire de l'école de ski français, la plus ancienne et la plus grande école de ski dans le monde. Nous employons plus de 1000 moniteurs de l'école de ski. 1000 moniteurs. Dans nos différents villages. Mais nous avons aussi créé avec elle ce qu'on appelle la China Ski Academy, qui est faite par Club Med et l'ESF et qui est en train de faire découvrir le ski aux Chinois, alors que les Jeux Olympiques d'hiver seront dans un an à Pékin. Donc, chercher avec des partenaires locaux de grande qualité, et Dieu sait qu'il y en a en montagne notamment, à promouvoir ce savoir-faire français. Et la reprise, parce que je pense que vous avez une capacité d'anticiper. Les gens, on réserve ces vacances. Moi, je sens un intense besoin. Enfin, je ne suis pas à votre place avec tous les chiffres, mais je vois bien quand on regarde un petit peu juste ce qui se passe en Israël, où la population est à moitié vaccinée, qu'il va y avoir un intense besoin de retrouver le voyage, de retrouver la convivialité. Est-ce que vous commencez un petit peu à le sentir? Comment vous sentez cette reprise? Alors, c'est vrai que l'impact de court terme a été et reste massif. Deuxièmement, que de gérer aujourd'hui des destinations touristiques ou des affaires touristiques est extrêmement difficile parce que nous n'avons pas de visibilité. Est-ce que nous pourrons ouvrir nos clubs Med pour les vacances de Pâques? Mais la reprise viendra. La reprise viendra puisque le virus sera dominé, la vaccination produira ses effets. Et je regardais ce matin l'évolution de nos réservations de nos clients américains, puisque l'Amérique a pris, elle aussi, une dynamique très forte en matière de vaccination. Et bien, depuis 8 semaines, on voit une accélération des réservations de nos clients américains, notamment des Caraïbes, extraordinairement forte. Je vois la même tendance sur nos clients britanniques pour l'hiver prochain.
Et puis, nos clients israéliens sont sans doute ceux qui ouvriront dans quelques jours le nouveau Club Med que nous avons construit aux Seychelles, puisqu'il est le seul pays où quasiment qui peut avoir accès à cette destination. Donc, ça repartira. Je pense que d'ailleurs, ça repartira très fort, Ouais. qu'il faut s'y préparer et que c'est compliqué, puisque quand on a vécu en sommeil quelque part, et nous sommes nous obligés d'être très rigoureux sur nos coûts, notre structure de coûts, puisque nous n'avons pas de recettes. Pouvoir tout d'un coup redémarrer va être un vrai défi. Notamment, j'avais posé la question au sujet des compétences. Parce que moi qui passe beaucoup de temps dans les territoires, ce qui commence à surgir, c'est de dire, vous savez, dans ces métiers-là, de la restauration, du tourisme, ça fait presque 1 an qu'on est en sommeil. On a eu une petite ouverture à l'été. Très vite, on a fermé et on a fermé brutalement. Et c'est un métier de main-d'œuvre. Est-ce qu'on va retrouver ces compétences quand on en aura besoin? Et on sait qu'on en aura besoin brutalement. Comment est-ce qu'on va faire? C'est évidemment une vraie question et pour nous un vrai souci. Nous avions décidé, puisque c'était le souhait du gouvernement, et puis nous c'était le souhait d'accompagner nos équipes, de recruter 3000 jeunes pour l'essentiel pour notre saison de sport d'hiver. Ouais. Ils sont restés à la maison. Ouais. Et c'est évidemment pour eux une terrible épreuve. Nous devons recruter maintenant 1000 nouveaux candidats pour notre saison été ici en France. Nous sommes en train de le faire. Le problème, c'est que nous ne savons pas aujourd'hui leur dire quand ils vont travailler. Est-ce que, en effet, ces métiers auront perdu de leur attrait? Ceux qui en ont subi la fermeture, évidemment, garderont des traces. Nous avons veillé, nous, à ce qu'ils soient en chômage partiel. Nous les avons accompagnés et suivis, formés d'ailleurs, pendant cette période, pour une partie d'entre eux. C'est un défi et c'est à nous de leur redonner le goût très vite de rejoindre ce monde touristique. Et nous, côté Caisse des Dépôts, on vous aidera. On a créé, vous le savez, un magnifique outil avec le compte personnel de formation qui est dédié à tout le monde. Tout le monde a un compte personnel de formation et on essaye d'anticiper en se disant, parce que la grande valeur de la Banque des Territoires, c'est qu'il y a la proximité, ce qui fait qu'on se reçoit très simplement et qu'on discute de façon très très proche, mais aussi l'optimisme. Et on fait partie de ceux qui ont beaucoup investi. Près de 500 millions, c'est la conférence de presse que je faisais ce matin dans le tourisme, et investissement en association comme ce qu'on fait ensemble à Tignes. Et on se dit qu'on pourra mettre à disposition ce compte personnel de formation pour réattirer les jeunes qui vont arriver vers ces métiers qui sont incroyablement valorisants. Merci beaucoup Henri. Merci Olivier. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Suite de cette séquence sur le tourisme, regard croisé avec 3 intervenants. Alexia Noyon, directrice de la Chartreuse de Neuville, bonjour. Bonjour. Pierre Savelli, maire de Bastia, bonjour. Bonjour. Et Philippe Bossane, président fondateur du groupe Utopia, bonjour. Alors, je vous propose de démarrer cette séquence avec une vidéo d'une réalisation en Outre-mer, à La Réunion, un projet qui s'appelle Le Battant des Lames. Le sud de l'île de la Réunion, il y a quelques années, était dépourvu de structures hôtelières sur le littoral. De ça, nous avons donc imaginé cette structure, donc l'hôtel Le Battant des Lames, qui est un hôtel 3 étoiles de 60 chambres, qui justement a permis de répondre à ce besoin de structures hôtelières implantées les pieds dans l'eau sur le lagon de Saint-Pierre. Cet hôtel permet d'une part de renforcer l'offre touristique du sud de la Réunion, d'offrir une offre diversifiée de qualité, mais également de renforcer l'attractivité du centre-ville de Saint-Pierre. La Banque des Territoires a accompagné ce projet d'une part par une structuration juridique et financière qui était importante, mais également par un apport de fonds propres. Cet apport de fonds propres a permis de lever une dette et donc de boucler le plan de financement.
On ne peut pas rêver mieux que la Banque des Territoires pour justement sortir un projet qui est relativement compliqué, lourd au niveau financier. Donc effectivement, d'avoir des gens qui sont impliqués à votre écoute et qui sont capables d'aller plus loin que le financier et de voir un projet dans son ensemble, donc d'être un réel partenaire, c'est vraiment la grande force de la Banque des Territoires. Alors, Philippe, je commence par vous. La Banque des Territoires est fière de vous accompagner dans vos projets avec une foncière que nous avons ensemble. Vous êtes président du groupe Utopia, en croissance. Ça fait du bien de voir des gens comme vous dans ce contexte de crise. Plus de 60 sites, 67 sites du tourisme de plein air. Vous êtes porteur d'un nouveau modèle de tourisme. Qu'est-ce que vous voyez avec vos projets comme modèle de tourisme à la sortie de cette crise? Alors, à la sortie, ça fait 20 ans finalement que l'on fait le même métier, qui consiste à trouver des beaux sites naturels, à y implanter des structures d'hébergement légères, réversibles, bien intégrer la nature, sans abîmer le site, même en le valorisant, dans la nature, dans le respect de la nature et de la culture du lieu, et puis d'inviter plutôt des citadins, des jeunes familles citadines qui ont envie d'aller prendre l'air, d'aller retrouver un contact direct avec la nature qu'on n'a peut-être pas perdu dans notre vie quotidienne, dans une certaine simplicité, une sorte de retour à l'essentiel dans nos campings. Et je ne pense pas que ce métier que nous faisons depuis 20 ans, finalement, subissent un coup d'arrêt, bien au contraire. Et c'est ce que l'on aperçoit en ce moment. Ce besoin est en train de s'accélérer. Donc, c'est une vision optimiste que vous nous livrez là, la vision d'un entrepreneur en croissance. Il y a des questions sur le retour du tourisme de masse, une fois que le transport aérien repartira. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, nous, c'est vrai que nos clients, on a un tourisme de proximité, viennent plutôt à 200-300 km. On est dans un mode de tourisme très diffus sur le territoire. Utopia, quand elle a créé au départ, c'était pour créer des petits campings très nature dans plutôt des zones rurales. Et c'est le cas aujourd'hui. On n'est quasiment pas implanté sur le littoral. Dans les 50 campings que nous avons en France, les dernières implantations sont dans le Gers, dans les Vosges, dans le Tarn, donc dans les Hautes-Alpes, par exemple. Donc c'est assez... le tourisme de masse, je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Il va revenir, ça va repartir. Il en faut pour tous les budgets. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre ce tourisme nature aussi très accessible. Accessible en termes de distance. On parle jeudi en moins d'une demi-heure de chez soi. Parfois, on est totalement dépaysé. Pour moi, l'altérité n'a jamais été proportionnelle à la distance. Et ça, on l'a en quelque sorte, on essaye de le prouver tous les jours. Donc, vous nous dites qu'on peut voyager très loin en étant près de chez soi, finalement. Bah écoutez, je vous invite à aller, par exemple, dans le site à Rambouillet ou dans le Perche, à 1h15. Vous pouvez même y aller en train. Et c'est formidable de dépaysement. On est dans un autre monde, on déconnecte, parce que c'est bien le but. Je crois qu'on est tous dans une vie très citadine. On est tous de plus en plus concentrés dans des métropoles. Et ma foi, on a fort heureusement des zones de plus en plus protégées du territoire, des zones naturelles. Et on a envie d'y aller, mais encore faut-il pouvoir s'y installer de façon légère avec des hébergements réversibles. Parce que sinon, on ne peut plus faire des gros projets touristiques. Déjà, c'est même très difficile, même quand on est très réversible. On reviendra peut-être sur cette question de la réversibilité. Alexia Noyon, la Chartreuse de Neuville, c'est pas si loin de Paris. Non, 2h15. Voilà, donc on peut y aller et changer de monde. Revenir en arrière dans l'histoire, c'est un patrimoine qui a plus de 800 ans d'histoire. Parlez-nous-en un peu et surtout dites-nous, parce que c'est aussi une des réalités pour les porteurs de projets de patrimoine, de tourisme aujourd'hui, comment concilier l'exigence économique de ces projets et le fait de justement faire vivre un patrimoine qui peut être coûteux mais qui est remarquable. Très bien, merci. Oui. Donc la Chartreuse de Neuville, c'est un ancien monastère chartreux qui fait 18 000 m² de bâti, entouré de 12 hectares de bois et de parcs. Son gros souci, mais maintenant sa grande force, c'est qu'il est situé à plus de 35 minutes des métropoles. Et donc, du coup, pour attirer, pour pouvoir revivre, il fallait un projet très fort dans son ambition et dans son contenu. Et je suis convaincue, moi-même habitant dans un territoire rural, qu'aujourd'hui, ces grands patrimoines
pris différemment de ce qu'on a pu faire depuis un siècle, peuvent redevenir des moteurs territoriaux, un peu comme l'étaient les abbayes au Moyen-Âge, hein, qui étaient des centres d'innovation, de partage de savoir, avec des impacts économiques, sociaux, culturels. Et pour ça, on peut le faire dans ces grands patrimoines. Alors le problème, c'est qu'elle était complètement à l'abandon, extrêmement détruite, et il fallait trouver les moyens de la financer. Et en 2008, même les collectivités d'État se disaient il faut absolument faire quelque chose, mais surtout pas moi. Donc l'initiative est partie de personnes privées, de citoyens qui n'avaient pas envie de laisser partir ce magnifique patrimoine. Et on a fait une expérimentation qui aujourd'hui commence à prendre de plus en plus de force. Et le lieu se rénove. Et je trouve que ce qui est intéressant dans votre propos, c'est la résilience et la vision long terme. C'est un bâtiment qui a été construit en dizaines d'années au Moyen-Âge. Et vous, le projet que vous portez, ça fait une dizaine d'années, un peu plus que vous le portez. Il va trouver, on est optimiste, sa concrétisation dans les mois, dans les années qui viennent. Quelle est la recette pour que l'équation économique fonctionne ? Alors en fait, je pense qu'il y a plusieurs points. D'abord, pour qu'on puisse être attractif quand on est situé justement dans un territoire rural, il faut donner une destination qu'on ne pourra pas trouver ailleurs. Et nous, on a vraiment été piochés dans l'histoire et l'architecture du lieu. Et donc cette histoire, elle porte des valeurs très fortes, la relation de l'individu au collectif, la complémentarité des acteurs d'une société, l'innovation à partir du terrain, et puis la résilience. Et ça, finalement, c'est ce qui va donner une force, une vision forte. Il faut absolument l'inscrire. Pour que les entreprises qui viendraient en séminaire ou les personnes qui viendraient visiter se disent on va à la Chartreuse de Neuville parce qu'ailleurs, on n'aura pas cet enracinement, on n'aura pas ces contenus. Donc on en fait quelque chose de complètement contemporain. C'est un laboratoire d'expérimentation et d'inspiration en termes d'innovation sociétale. Donc ça paraît atypique dans un patrimoine et pourtant c'est très fortement porté. La deuxième recette, c'est quand même, je pense, de pouvoir à la fois multiplier les publics et les activités croisées, puisque dans ce cas-là, du coup, vous permettez à un modèle économique de se faire, puisqu'il y a une mixité des publics, donc une mixité des recettes. Alors que les anciens modèles étaient plutôt tout purement public, culturel, ou tout purement économique. Et puis la troisième chose, c'est d'avoir un partenariat public-privé, associatif, parce que nous sommes une association, et d'y mettre un pilote. Ça, c'est souvent, je pense, oublié. C'est des projets qui sont importants et il faut un noyau dur de personnes, une gouvernance autonome, pérenne et un pilote dans l'avion. Parce que très souvent, sur ces grands patrimoines, on va financer des études et du consulting. Je ne suis pas contre, mais il y a beaucoup d'argent dépensé là-dedans. Mais s'il n'y a personne qui est là pour faire le maillage entre les personnes, mettre en œuvre la vision, créer la confiance, parce que la confiance entre le public et le privé, les associatifs, les mécènes, les investisseurs, toutes ces personnes-là qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, il faut quelqu'un qui puisse faire ce maillage. Donc je pense aussi qu'une des recettes, c'est d'investir dans les ressources humaines. Vous avez parfaitement raison et quelque part, on a investi en vous, puisqu'on vous accompagne en ingénierie et on n'a pas envie de mettre cet argent en l'air et on voit en vous ce pilote. Et on espère, puisque je crois que les décisions vont être dans les prochains mois, pouvoir vraiment faire émerger ce modèle à vos côtés. En parlant de vision, ça me permet de vous passer la parole, Pierre Savelli. Bonjour. Bonjour. Votre vision en tant que maire de Bastia. Bastia, vous me disiez, évidemment, ville remarquable de l'île de Beauté, mais qui est parfois vue comme une ville de passage en Corse, pas forcément une destination en soi de tourisme. Quelle est votre vision et quelle est votre manière de réorganiser le sujet du tourisme à Bastia? Vous avez bien fait de rappeler que Bastia a été pendant trop longtemps une ville de passage, ville-port. Les gens traversaient la ville pour aller à Porto-Vecchio, en Balagne ou à Saint-Florent. Aujourd'hui, Bastia est devenue, depuis quelques années, une ville de séjour. C'est-à-dire qu'on sait, par les retours des demandes des offices de tourisme, tout ça, que Bastia est devenue une ville de séjour. Notre volonté, c'est d'en faire une ville de destination. Et surtout, d'en faire la ville de destination principale de la Corse. On ne va pas les concurrencer, les stations balnéaires, au mois d'août et au mois de juillet. Mais il est probable qu'entre le fin septembre et le mois d'avril, on puisse être principale destination. Pour cela, on met tous les atouts de notre côté. C'est qu'on a une offre culturelle qui est importante. On sait que au niveau patrimonial, que ce soit religieux ou architectural, on a de grandes richesses. On a un arrière-pays, j'en parlais avec Madame Noyon, le Cap Corse, le Nibe, le Concador et la plaine orientale, qui sont de vrais joyaux en termes de richesse, en termes d'activité agricole. Donc, et patrimonial aussi. Donc cette volonté, c'est de dire Bastia devra s'inscrire là-dedans. Et donc c'est un vrai travail, mais qui a déjà l'adhésion de l'ensemble des acteurs économiques et de la population. Donc je pense qu'on va réussir rapidement.
Je vais vous laisser garder la parole. Parlez-nous du modèle italien que vous essayez de diffuser dans votre ville, dont modèle qui s'appelle l'Albergo Diffuso. Albergo Diffuso en italien. Et vous allez lui donner son nom corse, évidemment. Voilà, alors l'Albergo Diffuso, c'est l'auberge diffuse, c'est-à-dire que tout n'est pas concentré en un seul lieu. Nous allons appeler ça l'Osteria Spertuda, c'est la même chose, mais c'est traduit en Corse, en Bastia, on va dire. Et le but, c'est de dire, voilà, les gens vont aller... Les touristes, entre guillemets, qui ne seront plus touristes du coup, puisqu'au bout d'une semaine, ce sont des Bastiais, vont aller habiter chez l'habitant, avec l'habitant dans son appartement, qui louera une chambre, et iront ensuite manger au restaurant ou aller consommer. On voudrait que les gens qui viennent à Bastia se transforment en Bastiais le temps de leur séjour, et que les Bastiais se transforment un petit peu en touristes le temps du séjour de ces nouveaux habitants. Et finalement, ce qu'on retrouve dans vos 3 témoignages, c'est la notion d'expérience. Vous venez nous parler du lien entre l'habitant et le touriste, avec le touriste qui viendrait chez l'habitant davantage. La notion d'expérience, vraiment innovation sociale. Et puis, vous en avez parlé, Philippe, l'expérience de nature et de plein air que tout le monde désire dans le contexte actuel. Est-ce que vous croyez que cette tendance, elle est conciliable, et je vais vous laisser qui veut s'exprimer, avec les exigences nouvelles du tourisme, un tourisme qui est plus environnemental, un tourisme qui répartit davantage la manne économique, un tourisme qui serait davantage digital? Peut-être Philippe voulait prolonger. Oui, on peut que être. Quand on va dormir sous la tente, c'est une expérience. C'est différent dans sa maison. Forcément. Déjà, on entend le bruit du vent, le bruit des animaux. Parfois, on ne dort pas. D'ailleurs, on dort très mal. Hein, quand les crapauds croissent, c'est impossible. Donc, c'est une expérience en soi. Mais l'expérience, elle est aussi avec le territoire autour. Nos sites... on vend avant tout une région, un territoire. On veut aller cuisiner ou même déjeuner chez l'habitant. On veut aller faire les marchés. On veut aller découvrir un territoire, tout ce qui se fait. Donc, on a toujours envisagé nos implantations comme des sites très ouverts sur le territoire. Il n'y a plus personne l'après-midi dans un Utopia, normalement, si on fait bien notre métier. Et d'ailleurs, économiquement, j'entendais M. Giscard d'Estaing dire que le Club Med est une locomotive avec ses wagons. Quand on implante un Utopia sur un territoire, et pourquoi vous nous soutenez? C'est parce qu'on va peut-être faire 40 000 nuitées, ce qui est important pour un territoire, et quelqu'un qui va dépenser 1 euro chez nous va dépenser 3 euros autour. Et combien de territoires n'ont plus autre chose pour se développer que le tourisme et peut-être l'agriculture en France? C'est ça dont il faut parler. Et ce dont il faut parler aussi, c'est la difficulté à s'implanter dans des campagnes. Nos campings, nous, on doit les faire aujourd'hui en ville, si on regarde le droit de l'urbanisme tel qu'il est fait, en continuité d'urbanisme. Et encore, je viens de m'en faire refuser un parce qu'il n'était pas assez en continuité d'urbanisme, bientôt qu'on était collé à une zone U. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On renonce? Alors, justement, j'allais vous interroger, on ne va pas parler que de ce qui se passe bien, on peut parler aussi des difficultés. La difficulté à faire émerger des projets. Alexia, vous vouliez intervenir. Le rôle de l'État, le rôle des élus territoriaux, nous en avons un ici. Est-ce que vous voyez, Alexia, du changement, vous qui portez votre projet quand même depuis de nombreuses années? Oui, quand même. Moi, je suis plutôt d'une nature optimiste. La confiance a été longue à créer entre le monde public, le monde privé, le monde associatif. D'ailleurs, pas plus dans un sens que dans l'autre. Et ça, je pense qu'on a vraiment à apprendre de ça. Aujourd'hui, nous, on est complètement en symbiose. Et effectivement, on a besoin à un certain moment donné de coups de pouce, comme celui de la Banque des Territoires, pour nous accompagner ou crédibiliser notre projet. Je pense quand même que ça s'améliore. Néanmoins, comme disait Philippe, il y a un paquet de normes qui parfois sont juste incompréhensibles. Mais moi, de mon expérience de la Chartreuse, c'est que tout se bloque par l'humain, tout se débloque par l'humain. Après, il faut avoir juste le temps et les moyens de gérer l'entre-deux. Mais voilà, et on peut avoir, nous on en est un exemple, une gouvernance très alignée, très mixte, pourvu que la confiance ait été créée. Alors, le dernier point là-dessus que je voudrais dire, c'est que du coup, nous, on a fait un retour sur expérience sur nos 10 ans, et parce qu'en fait, c'est important aussi de pouvoir transmettre cette expérience à d'autres, et de pouvoir peut-être sensibiliser les élus, souvent propriétaires de grands patrimoines, ou former des prochains pilotes de projets, parce qu'il y a toute une transmission, il y a des erreurs qu'on a faites, que j'ai faites, qui sont à éviter, et ça me paraît important aussi de penser à la transmission et à l'essaimage, quelque part, de ce qui peut fonctionner
fonctionné ou de ce qu'on a mal fait et trouver les solutions. Là encore, Pierre, votre vision, la notion de transmission du patrimoine, encore, il n'y a pas qu'un patrimoine bâti, il y a aussi un patrimoine humain, vous m'en parliez. Matériel et immatériel. Matériel et immatériel. Et donc ça, il y a donc le patrimoine, avant de le transmettre, il faut déjà l'entretenir, le préserver. Ça, c'est des choses qui ont été faites. On parlait également de patrimoine naturel. Ensuite, il y a tous les autres patrimoines. Après, il y a le patrimoine immatériel, notamment la langue et tout ce qui peut aller avec. Tout ça, je pense que c'est déjà presque derrière nous. Aujourd'hui, une fois qu'on a dit qu'on a préservé le patrimoine, il faut le faire partager. Et c'est sur cette dimension de partage avec les gens qui vont venir s'y intéresser qu'il faut trouver la bonne interface. C'est pour ça qu'on parle de tourisme de masse. Mais le tourisme de masse, ce n'est pas un mal en soi si on arrive à faire que ce soit étalé sur l'ensemble d'une saison, parce que ce qui est terrible dans le tourisme de masse, au sens péjoratif du terme, c'est que ça crée derrière de l'emploi qui n'est pas pérenne et de l'emploi qui n'est pas souhaitable. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer de l'emploi pérenne et des commerces ouverts à l'année. Donc c'est pour ça que c'est une vraie réflexion, mais que nous menons et que nous allons mener à bon terme. Et finalement, si je résume ce qu'on est en train de dire, on était d'un tourisme qui ciblait en France certains territoires, mais pas tous les territoires, et certaines périodes de l'année, mais pas toutes les périodes de l'année. Et là, on est en train d'aller vers le 4 saisons et le tout territoire. Ceci dit, il y a une partie un peu incantatoire dans ce propos, et donc il y a ces recettes que vous évoquez derrière. Je voudrais aussi souligner la notion digitale qui est très importante aux yeux de la Banque des Territoires, parce que le tourisme, souvent les acteurs du tourisme sont pas toujours bien équipés pour ces choses-là. L'hôtelier, le restaurateur, le loueur de kayak, que sais-je, il a peut-être un site internet, mais pas beaucoup plus. Et avec mes collègues de la Banque des Territoires, nous sommes en train de sortir une initiative sous la houlette d'Olivier Sichel de digitalisation des expériences, du tourisme d'expérience. Et ouais, on espère que ça va apporter dans vos territoires, que l'habitant qui veut louer pourra, alors il a Airbnb, mais il aura vraiment quelque chose d'intégré dans la dimension bastiaise, que sur ceux qui ne sont pas là l'après-midi dans les campings Utopia puissent profiter du loueur de kayak juste à côté. Voilà, c'est une initiative que je voulais signaler aujourd'hui. Un dernier mot, peut-être chacun, sur la situation actuelle, parce qu'on est quand même obligé d'en parler. Comment vous voyez les choses d'ici à la fin de l'année, vous, Pierre, pour votre territoire? J'ai échangé avec Mme Moyon avant d'arriver sur le plateau. J'ai l'impression que la crise Covid a été un accélérateur de choses qui se seraient passées peut-être sur 3, 4, 5, 10 ans, et que ça nous a fait prendre conscience plus précisément de la direction dans laquelle on doit aller et de manière rapide, c'est-à-dire de favoriser la dimension humaine, la dimension durable aussi. Et donc, on va dire, c'est pas qu'on trouve que la crise a été une bonne chose, en tout cas, on l'a subie, mais ça nous a permis d'avancer rapidement sur un certain nombre de domaines. Et je rappelle, pour parler de numérique, c'est que la Banque des Territoires a été partenaire avec la ville de Bastia pour la création d'une marketplace pour permettre, pendant le confinement, au commerce bastiais de continuer à vendre leur production. Il y a une table ronde tout à l'heure sur le commerce et le e-commerce. C'est un des nombreux exemples d'accompagnement de la Banque des Territoires. Alexia, Peut-être 3 points. La première chose, c'est qu'on s'est aperçu l'été dernier qu'il y avait un retour vraiment du tourisme de proximité et une redécouverte. Donc je pense que pour nos territoires, ça c'est une excellente nouvelle. La deuxième chose par rapport à la digitalisation, nous on organise donc un certain nombre de colloques, de conférences, et parfois on peut faire venir des gens de très loin, mais pas forcément. Et je sais que vous parliez de digitalisation. Nous on va s'équiper certainement d'un équipement qui va nous permettre de faire des vidéoconférences interactives, ce qui va nous permettre d'avoir à la fois des intervenants proches et des intervenants du bout du monde. Et on n'y aurait pas forcément pensé s'il n'y avait pas eu cette crise et cette nécessité. Je vais juste revenir sur un petit point antérieur. Quand vous disiez quel type de tourisme, nous à la Chartreuse, je pense qu'on va s'orienter vers une offre hôtelière qui va être à la fois 4 étoiles, 3 ou 2 étoiles, voire auberge de jeunesse. Donc quelque chose de très combiné. Et aujourd'hui, ça c'est tout à fait innovant et inclusif pour que chacun, en fonction de ses moyens, puisse venir dans un beau lieu, mais pas seulement venir, mais que les gens se rencontrent. Parce que la digitalisation, ça entraîne aussi de plus en plus des silos. Et donc on a besoin de lieux où on se croise et où on se rencontre. Et avant de vous laisser le mot de la fin, Philippe,
La notion de silo dans le tourisme, on l'a aussi observé dans la montagne, où en fait aujourd'hui de moins en moins de jeunes ont les moyens d'aller au ski ou à la montagne. Et c'est aussi un concept sur lequel la Banque des Territoires travaille avec des auberges de jeunesse. Je pense à un projet qu'on a fait à l'Alpe d'Huez et qui marche très très bien. Philippe, un mot pour la fin. Les conséquences, déjà en chiffres, Utopia c'est une entreprise qui fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a toujours une croissance de 20%. L'année passée, la croissance a été à tonne, on a fait moins 10%. Voilà, donc ça c'est chiffré, mais ma foi, on a continué d'investir, ça a provoqué des opportunités dans notre domaine d'activité, donc des opportunités de croissance qui se réalisent en ce moment, notamment sur un concept de camping à la ferme, notamment sur des plus petits campings, pour être capable de gérer des plus petits campings qui sont en train de fermer sinon en ce moment sur le territoire. Et puis vous dites très justement c'est un accélérateur. Au-delà de ma grande-tante qui utilise Zoom maintenant comme moi j'utilise le téléphone portable, c'est certain que j'ai pris conscience d'une chose, on a la chance d'être, notre camping c'est écologique par nature, c'est bas carbone. Mais moi je suis persuadé que demain nous vendrons un séjour avec deux prix. Un prix en euros et un prix en équivalent carbone. Et que peut-être plus le prix en équivalent carbone sera bas, plus celui en euros sera élevé. Et ça, on s'y est mis à fond pour être capable de délivrer cette double tarification dans peu de temps. Ça c'est une idée. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous à la Banque des Territoires, on prend nos décisions d'investissement en fonction de la rentabilité économique, mais aussi du bilan développement durable, puisqu'on regarde l'aspect environnemental, mais aussi les aspects sociétaux. Mais la notion de tarification n'en est pas encore arrivée là. En tout cas, on va conclure cette table ronde. D'abord, je vous remercie pour vos interventions, aussi en se disant que l'État a évidemment un rôle important à jouer. Jean-Baptiste Lemoine, secrétaire d'État au tourisme, nous a fait une petite vidéo qu'on va regarder maintenant. Mais au-delà de la vidéo, comme on lui parle très souvent, et en ce moment le gouvernement réfléchit à la poursuite du plan montagne, comme vous vous en doutez, on va lui reparler du sujet des normes et de la durée sur les projets, qui est quand même un des sujets principaux à travailler pour que tous ces merveilleux projets dont on parle puissent émerger. Donc merci pour vos témoignages aujourd'hui, et on va regarder une petite vidéo avec Jean-Baptiste Lemoine. Merci. Merci. Merci à vous. Monsieur le directeur de la Banque des Territoires, cher Olivier, monsieur le directeur des investissements, cher Antoine, monsieur le président, cher Henri Giscard d'Estaing, mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'accueillir à l'occasion de cette 3e édition du Printemps des Territoires. Alors cher Olivier Chapeau-Bas, bravo à vous, à votre équipe pour avoir réussi à organiser en le faisant évoluer ce rendez-vous en dépit du contexte sanitaire, des restrictions qu'il impose. Au-delà de ces félicitations, c'est aussi l'engagement sans faille de la Banque des Territoires aux côtés des acteurs du tourisme que je tiens à saluer. Si le secteur ne s'est pas effondré, il le doit d'abord au courage, à la détermination et à la capacité de résilience des acteurs du tourisme eux-mêmes, de vous-mêmes, mesdames et messieurs. On le doit aussi au public français et européen de proximité qui ont redécouvert la France. Et puis on doit cette résilience aussi au soutien massif, continu de l'État depuis le début de cette crise. Et naturellement, la Banque des Territoires, elle est un pilier de cette mobilisation à travers notamment les 1,6 milliard d'euros d'investissement qui sont programmés. Tout ça, c'est du concret, c'est du tangible, et je veux saluer cette action conduite sur et avec les territoires. Je sais l'importance du terrain pour co-construire et mettre en place des politiques efficaces, aux retombées concrètes, chiffrables, sonnantes et trébuchantes pour nos territoires. Et c'est cette concertation d'ailleurs que je conduis au sein du comité de filière tourisme. Un certain nombre d'entre vous y assistent régulièrement, y participent, y contribuent. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dès le printemps 2020, on a fait un premier tour de France des régions avec ce comité de filière pour aller à la rencontre des acteurs locaux, pour identifier les difficultés, avoir les retours d'expérience, ajuster nos dispositifs, construire les réponses adaptées. Et je poursuis cette année, toujours au contact du terrain, à votre contact. Et naturellement, c'est cette même logique qui conduit le gouvernement à proposer, à élaborer eh bien, des feuilles de route territoriales pour certains secteurs et certains territoires particulièrement impactés. Je pense à la ville de Lourdes, je pense à la Corse, je pense aux Outre-mer. Enfin,
en allant à la rencontre des habitants et des représentants de nos massifs montagneux, avec Joël Giraud, qui s'occupe de la ruralité au sein du gouvernement, eh bien, nous entendons justement co-construire aussi ce plan d'investissement pour la montagne, voulu par le Premier ministre. Cette crise, elle a été, et elle est, une épreuve. Elle a fragilisé l'écosystème touristique, mais elle a aussi suscité de nouvelles pratiques, de nouvelles aspirations. Et elle peut être, je pense, il faut qu'on canalise tout cela pour être un accélérateur de changement et pouvoir repartir du meilleur pied. Vous pouvez compter sur l'engagement du Président de la République, sur celle du Premier ministre, du gouvernement, de votre serviteur, à poursuivre en ce sens avec vous tous pour relever ces défis, pour rendre à la France son rayonnement, son attractivité, bref, en un mot comme un sens, son avenir. On va repartir. Merci à vous et à très bientôt.